après Luis Felipe, après Amine Gouiri, désormais l'OM a recruté son troisième joueur. Ça sera un latéral droit, latéral gauche. Il est polyvalent, c'est le défenseur polyvalent que voulait De Zerbi. Il nous reste encore un jour et demi environ, jusqu'à demain 23 h pour avoir une autre recrue au milieu de terrain, voire d'autres recrues à d'autres postes comme en défense centrale, voire peut-être même en attaque. On va voir ça ensemble. Tout d'abord, les amis, un petit renforcement de la chaîne. Comme on a été nombreux hier soir, nombreux sur le live qui n'était pas prévu, eh ben, j'estime que ce soir, on doit être encore plus nombreux pour l'Olympico. C'est un jour de match très important. Il ne faudra pas se louper. Et on va voir ça dans le classement parce que ça se resserre activement dans le classement de Ligue 1. On y va sur quoi? Sur l'introduction. Et allez l'OM pour aujourd'hui, c'est très important de le dire, il n'y a qu'un seul Olympique. Avec Amine Gouiri et ses premières minutes, sa première séance du côté de l'OM, on le voit. Il n'est pas content, mais il est magnifique. Voilà la belle tenue qui lui va bien à ravir. Du côté de l'entraînement, on le voit, il fait des efforts avec Bilal Nadir, avec Ben Momaïté qui est toujours là. Avec Bilal Nadir à ses côtés, ça discute, ça se chambre peut-être. Non, pour l'instant non. Avec Balerdi, c'est du sérieux. Bardonado derrière. On continue les efforts sur le terrain. Les efforts à côté de Bamo Maïté, les efforts face à Cornelius, Enrique derrière, Luis Felipe Ramos qui est à l'entraînement et on va le voir peut-être qu'il sera titulaire ou pas dans la composition d'équipe. On enchaîne avec l'avant-dernière image pour une frappe, il faudra qu'il en mette des frappes, pas comme Neil Mopé, malheureusement il n'a pas tiré depuis 4 rencontres. Et derrière la dernière image sur le banc, donc bienvenue à toi Amine Gouiri, il a en plus gagné, voilà, il a gagné, donc première victoire pour lui. Lors de l'entraînement, il est fait partie de l'équipe vainqueur. Et voyez bien qu'il y a une petite anecdote. Regardez bien les gestes particuliers de Luis Enrique et Rabiot. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Allez, dites-moi les dans le commentaire. On enchaîne les amis avec le mercato directement. Le départ de Paul Lopez est désormais officiel. Il ne sera plus olympien, mais il ne sera que prêté. C'est un prêt, c'est pas un transfert sec. Certes, mais il y a une option d'achat. Il partira du côté du Mexique au Deportivo Toluca Football Club pour une somme peut-être la même somme qu'on avait citée dernièrement. L'option d'achat serait de 4,8 millions d'euros. Donc on va attendre de voir qu'ils réussissent là-bas du côté de Mexique et qu'on récupère cette somme-là pour pourquoi pas investir la saison prochaine sur une recrue. Est-ce que ça sera un gardien? Je ne pense pas, il y a Rui ou un autre poste qu'on va voir maintenant. Ça sera le latéral. Et oui, le latéral, Amar Dedic qui nous arrive demain ou plutôt ce matin. À l'heure où je vous fais la vidéo, il est exactement 4 h du matin. Donc dans exactement 7 h et 32 minutes et 18 secondes, vous aurez Amar Dedic qui arrive à Marignane. Donc il arrivera, il passe à sa visite médicale dans l'après-midi et peut-être probablement signera à la suite, soit ce soir, soit demain, donc lundi, avant bien sûr 23 h pour qu'il soit enregistré. Donc une recrue, voilà la troisième recrue de l'OM après Luis Felipe, défenseur central, après l'arrivée d'Amine Gouiri en tant que numéro 9, certes sur le terrain, mais en tant qu'attaquant polyvalent. Et maintenant, Amar Dedic en tant que latéral polyvalent, voire défenseur central. On va voir son profil tout à l'heure. Prépayant d'1,5 million d'euros, option d'achat à 10 millions d'euros, obligatoire selon la condition s'il a vraiment 50% au minimum de temps de jeu. Je dirais pas des matchs joués, mais je dirais plutôt de temps de jeu. S'il joue sur les 15 matchs qui restent, c'est-à-dire 7,5 matchs en temps de jeu, eh ben, il sera recruté obligatoirement par l'OM pour 10 millions plus les 1,5 millions. Donc, un total de 11 millions d'euros et demi. Donc bienvenue à Amar Dedic, en espérant que ça se passe bien sa visite médicale. À l'heure où je vous parle, c'est pas encore fait, malgré que le profil nous intéresse. Et on enchaîne avec son profil justement, arrière droit, comme vous pouvez le voir, principalement. 22 ans, il aura 23 ans en août. Il est bosnien, il a 16 sélections. Un but avec la Bosnie. 2027 son contrat, ça on s'en fout. Valeur 15 millions d'euros, donc un transfert intéressant du côté de l'OM où on paye en dessous de sa valeur estimée. Arrière droit, arrière gauche, défenseur central, il peut dépanner à tous les postes de la défense, mais principalement sur le côté droit, voire le côté gauche, ça peut dépanner. C'est surtout un joueur de couloir, un joueur offensif, comme vous pouvez le voir. Cette saison, c'est 25 matchs avec Salzburg en Autriche pour 6 passes D en 1925 minutes. Toute sa carrière, il a joué environ 210 matchs, vous le voyez là. Les matchs qui nous intéressent, c'est ceux qui sont en jaune. En Champions League, donc au très haut niveau, 19 matchs. Avec les matchs de qualification en Champions League, 4 matchs de plus. Ça fait 23 matchs. Et en Europa League, 25 matchs si on compte les 2 matchs en Europa League. 25 matchs européens à l'âge de 22 ans. C'est quand même assez important. Il a de l'expérience européenne. Il a de l'expérience même en Bundesliga autrichienne avec plus de 100 matchs. Donc c'est un joueur qui a quand même du vécu malgré ses 22 ans à peine.
Il peut jouer donc arrière droit, vous voyez à droite, en jaune, il a marqué 123 matchs en arrière droit, 11 passes décisives, non 11 buts pardon, et 14 passes décisives. C'est un joueur qui a beaucoup de stats. C'est un joueur qu'on pourrait dire en profil d'un Jonathan Klaus, si on pense à ces stats-là, voire à d'autres joueurs comme Lirola quand il est en grande forme, voire un Merlin si il a les stats qui suivent derrière. Arrière gauche, il a joué 40 fois avec 2 passes décisives. Voilà, en défenseur central, il a dépanné 10 fois. C'est pas vraiment un défenseur central, même si on l'entend du côté de la Provence qu'ils veulent le faire. Pourquoi pas jouer à l'OM en défenseur central dans les 3 de derrière? Ça m'étonnerait fortement. Je pense qu'il est là plus pour concurrencer Merlin, voire pourquoi pas à droite jouer à la place d'Enrique. Enrique passerait à gauche. On verra ça dans la compo probable tout à l'heure, selon la suite du mercato qu'il y aura. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de cette période mercato, parce qu'à la fin, je vous fais un petit résumé pour voir ce que ça nous donnerait en termes de compo. Alors Amar Dedić, son profil, vous voyez là, donc c'est data, je vous le mets en plus gros. Donc vous voyez que c'est un joueur qui est fort offensivement, avec la possession. Dans le dernier tiers, il a beaucoup de stats, beaucoup de data, pardon. Les passes réussies, pourcentage, il est énorme aussi. En occasion créée, il est énorme. Et l'élimination par le dribble, il est énorme. C'est un joueur technique qui apportera offensivement plus que défensivement, même s'il peut faire les efforts par sa jeunesse, par sa vélocité. Il est très rapide. Donc on peut le comparer plus ou moins à Lirola en termes de profil. En termes de profil, on peut le comparer aussi à Jonathan Klaus, avec un latéral polyvalent qui s'adapte aussi bien côté gauche qu'à droite. Le jeune joueur avec déjà une certaine expérience du haut niveau européen et avec encore un fort potentiel. Un coffre énorme qui lui permet de faire les efforts offensifs et défensifs pendant tout le match. Bon passeur, mais il doit encore progresser sur ses centres aériens et avoir même la qualité, les mêmes qualités que ses centres au sol. Voilà le descriptif assez rapide. Donc un joueur plus offensif, porté plus vers l'avant qu'un Amir Murillo si on prend le data, la comparatif. Après, il faut voir vraiment les équipes. Si on met Murillo du côté de Salzbourg, peut-être qu'il aurait les mêmes data. Il faut le prendre en compte ça aussi. Et le championnat aussi. C'est pour ça que souvent les datas, certains font un micmac dessus, mais il faut prendre en compte aussi les joueurs, ils jouent pas dans le même championnat, pas dans la même équipe, pas le même système de jeu, ça aussi il faut prendre en compte. Par contre le profil, c'est un joueur de couloir, c'est pas un joueur d'axe, il peut dépanner dans l'axe, mais vous voyez par rapport à sa hitmap de sa saison, il joue effectivement que sur le couloir droit principalement ici, un peu sur le couloir gauche et tout petit peu dans l'axe, vous voyez au point de pénalty à gauche de l'écran. Donc c'est un joueur qui va jouer surtout pour piston, donc pour dépanner, soit à droite, soit à gauche, pas dépanner je veux dire, mais pour être en concurrence, à droite, à gauche, voire titulaire, s'il est meilleur qu'un Merlin ou qu'un Enrique. Dans sa forme, il est en forme actuellement, vous voyez tout en vert, mais c'est par rapport aussi à son championnat comme je vous l'ai dit, il est avec une équipe qui domine ses adversaires, donc à ne pas prendre en compte ceci, cela. Une autre comparaison qu'on peut mettre, c'est celle avec Quentin Merlin, et on peut voir que ça ressemble vachement en termes de profil. Vous regardez les pointes, ça se ressemble vraiment. C'est vraiment deux joueurs qui sont pratiquement identiques. Il y a des données importantes, par exemple, qui sont différentes dans les centres tentés. Il centre plus du côté de Merlin. Dans les dribbles passes reçues du côté de Dedić, il va se proposer plus par la course. Comme il y a marqué course, progression par la passe reçue. Donc, il va plus se faire des appels en profondeur, je parle de Dedić, plus se proposer plutôt qu'un Quentin Merlin. Par contre, Quentin Merlin fait beaucoup plus de passes, beaucoup plus collectif, mais Dedić va plus porter le ballon et plus technique, peut-être plus porté vers l'avant, avec une précision de passe supérieure du côté de Dedić par rapport à Quentin Merlin. Voilà un petit peu la comparaison. On peut comparer donc à Quentin Merlin. Ça va être plutôt, à mon avis, un concurrent de Quentin Merlin côté gauche, plutôt que concurrent de la défense centrale, comme dit la Provence. J'enchaîne derrière maintenant avec un autre joueur et on passe sur un autre poste. Donc bienvenue à Amar Dedić. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Il signera peut-être ce soir, peut-être pendant le live où on sera ensemble, ou peut-être demain. Donc ça va être officialisé sûrement, probablement ce soir ou demain. On enchaîne. Le poste de défenseur, Lloyd Kelly, donc qu'on avait cité dans les rumeurs marseillaises, est désormais parti du côté de la Juve. Ce sera un prêt avec obligation d'achat. Peut-être que l'OM ne voulait pas instaurer ça, pas mettre une obligation d'achat, aux environs des 15 millions d'euros. Donc peut-être que l'OM n'a pas voulu se positionner sur ce prêt avec obligation d'achat. On enchaîne donc avec les défenses centrales. Et l'autre piste préférentielle et prioritaire serait sur Anselmino. J'en ai parlé dans la dernière vidéo. Donc Aaron Anselmino. Marseille travaille bien à la signature d'Aaron Anselmino. Et l'Atalanta fait également son apparition dans la course. L'Atalanta cherche un nouveau défenseur central et a demandé Anselmino. L'OM est en avance en pourparlers avancés. Et l'OM a un accord avec le joueur. Et oui, Anselmino est prêt à rejoindre l'OM sans option d'achat sur un prêt. Donc pour l'instant on attend l'accord de Chelsea qui est en train de regarder s'ils ont des places disponibles pour un prêt en attendant que le club anglais prenne une décision sur le joueur qu'il prêtera. Donc on est possiblement sur une autre arrivée. Après Dedić, ça serait la 4e recrue peut-être Anselmino à l'OM.
C'est un jeune défenseur qui a que 19 ans. Alors, est-ce qu'il va s'imposer? On peut râler parce qu'on attendait de voir un joueur qui soit plus confirmé, qui nous apporte beaucoup plus et qui reste pourquoi pas l'année prochaine. Mais on va prendre cela comme une solution supplémentaire en défense. On a besoin d'un joueur supplémentaire. Meïté est écarté. Chancel Mbemba a été écarté. Kondogbia ne convient pas ou alors il est blessé pour l'instant. Voilà, il convient de temps en temps en défense centrale, mais c'est vraiment par ses blessures qu'on râle un petit peu. Cornelius est là pour être une doublure, donc il manque vraiment une solution en défense. Donc Ansemino peut être la 4e recrue du côté de l'OM. Pour son profil, pour ceux qui ne connaissent pas, on en a parlé ce matin, c'est un défenseur qu'on peut comparer vraiment à Leonardo Balerdi. Et il a un profil qui est élégant à avoir joué, il est capable de dribble, il est capable de bon contrôle, de faire des bonnes relances, il est fort à la relance courte et longue, il est capable aussi de monter dans le jeu aérien, de marquer des buts, il marque des buts déjà dans son peu de matchs qu'il a joué, il a joué une vingtaine de matchs en pro. Par contre, il y a un point qui blesse, un bas qui blesse, c'est qu'il n'a pas joué encore en Europe. Alors, est-ce qu'il va s'imposer directement? Comme il nous dit football tactique, pardon. Il nous dit jeune défenseur central sans expérience européenne qui possède néanmoins un gros potentiel. Une bonne relance, que ce soit par jeu court ou en jeu long, il doit muscler son jeu pour remporter plus de duels physiques et aériens. Il est difficile à éliminer dans un contre 1 et possède une bonne lecture de jeu. On va voir dans des vidéos qu'il a un profil particulier, comme je vous l'ai dit, une belle qualité technique. Regardez bien ce contrôle. Hop, petit contrôle, petit dribble pour éliminer le joueur. La petite relance, on le voit qu'il est élégant, comment il se positionne, comment il tacle là, comment il relance. Hop, le petit crochet, hop, proprement. Et c'est ce qu'attend peut-être de Zerbi, à prendre des risques, à relancer proprement, à ne pas prendre toujours des dégagements, des jeux longs, des jeux longs, des jeux longs. Non, il veut relance courte et prendre des risques. Voilà, donc là c'est des dégagements, là c'est du duel, vous voyez qu'il est fort dans le duel, finalement il est plus fort qu'on ne le pense, et donc à voir maintenant si en Europe ça va réussir autant qu'avec Boca Junior. Après on peut parler de la pression marseillaise, le contexte marseillais, il joue dans un club qui a beaucoup de pression, Boca Junior, est-ce que en arrivant à Marseille il sera déjà prêt à jouer dans ce contexte qui est compliqué? Je ne sais pas. Voilà, c'est pas d'expérience. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour ma part, c'est peut-être rédhibitoire cette jeunesse-là. Allez, on enchaîne avec son but qui met là. Vous voyez, hop, il arrive au second poteau, la tête, et on voit qu'il s'engage beaucoup dans la surface. Il peut apporter ce surplus dans le jeu aérien. Pourquoi pas pour les coups de pied arrêtés, voir les actions qu'on aurait des centres dans la surface. Pourquoi pas avec Anselmino. Donc, prochaine recrue peut-être. L'OM pousse pour le recruter. Et les Olympiens aussi poussent et prospectent toujours au milieu de terrain et ont activé plusieurs pistes. On enchaîne les plusieurs pistes. Donc d'abord le départ, Ismaël Koné devrait être prêté à Valence jusqu'à la fin de saison, sans option d'achat. Ça par contre, je ne veux pas d'option d'achat moi non plus. Pourquoi? Parce que je voudrais le voir jouer à l'OM. Certes, il ne nous convient pas cette année, mais c'est un joueur de talent. On le sent qu'il y a du talent pour ce joueur, ce jeune joueur de 22 ans. Donc Ismaël Koné, ça serait bête de s'en séparer directement. Donc autant le prêter sans option si on le peut, comme ils le font là du côté de Valence, si ça se fait, selon Relevo. Son transfert sera acté une fois que son remplacement sera trouvé. Donc on va attendre de voir son remplaçant. Mais si on le fait avec une option, ça me dérangerait un petit peu. Voilà, on aura peut-être des remords dans le futur. Imaginons, il réussit à droite à gauche et derrière on se sera dit, mais merde, on l'a jamais vu chez nous. Voilà, et il faut voir un petit peu les joueurs dans la durée. Voilà, il n'a pas prouvé sa valeur sur cette première saison, mais il y a le contexte qui est difficile. Comme on allait parler pour Jonathan Rowe, c'est pareil. Il est jeune, il a qu'1 an de plus que Jonathan Rowe, donc il découvre un petit peu l'Europe avec l'OM. Il avait découvert avec Watford, je me trompe, mais il découvre la Ligue 1, il découvre le championnat de France, il découvre ses partenaires, un nouveau coach, beaucoup de choses. Le contexte marseillais est compliqué, et donc il y a beaucoup de choses qui découvre et c'est compliqué. Quand tu découvres, peut-être que tu ne passes pas le cap. Donc on va souhaiter bon courage à Ismaël Koné s'il part dans la journée, on ne sait jamais. Et s'il part, ça serait peut-être pas à Valence, ça serait aussi à Fiorentina qui travaille fort sur le dossier. Selon les médias italiens, je ne sais pas comment il s'appelle, Nicolo, je sais pas quoi, la Fiorentina travaille sur un prêt par contre avec option d'achat. Ça me dérangerait qu'il y ait une option d'achat. Comme je viens de vous le dire, sans option du côté de Valence, avec option du côté de Fiorentina, je préférerais qu'il aille du côté de Valence. On enchaîne et il y a un autre club qui est intéressé, c'est Rennes. Selon Fabrizio Romano, Rennes serait actuellement en pourparlers pour Ismaël Koné. Milieu de terrain prêté par l'OM, la Fiorentina et Valence, on vient d'en parler, sont également intéressés. Mais Rennes entre maintenant dans la course avec le directeur sportif Massara sur le coup. Massara, il a un petit peu passé le cap et il a laissé partir Amine Gouiri du côté de Marseille. Certes, ils ont de l'argent, mais pourquoi pas maintenant négocier avec l'OM pour pourquoi pas un prêt avec Ismaël Koné qui partirait du côté de Rennes. Moi, je trouve que ça serait un prêt intéressant. Même si Rennes est en difficulté en Ligue 1, ça serait un prêt intéressant dans le sens où il va découvrir vraiment sur le terrain, avec un temps de jeu, la Ligue 1.
Voilà, il n'a pas découvert avec l'OM, il a joué que très peu de minutes. Donc pourquoi pas le découvrir avec Rennes jusqu'à la fin de saison et ne revenir peut-être en forme. Voilà, un nouveau Ismaël Koné. Voilà, donc adapté au championnat de Ligue 1 et qui pourrait nous apporter un plus l'année prochaine. Allez, on enchaîne concernant justement le milieu de terrain. L'OM est toujours intéressé par Nicolo Fagioli et ça serait peut-être le remplaçant d'Ismaël Koné. La Fiorentina aussi était intéressée, était en concurrence avec Fagioli, pour Fagioli. Ils ont recruté Cherendour. Donc, s'ils ont recruté un joueur dans le même poste, peut-être qu'ils vont plus se positionner sur Fagioli. Ismaël Koné est OK pour rejoindre Valence. Donc, tout se goupille bien. Apparemment, la Fiorentina ne serait plus positionnée peut-être sur Fagioli ni sur Koné. Donc, la Fiorentina, next. Valence maintenant, peut-être sur Koné. Ou alors Rennes sur Koné. Si Rennes, ils veulent Koné, on leur donne Koné et on prend Fagioli du côté de la Juve. Si bien sûr, la Juve nous autorise à faire un prêt avec option d'achat obligatoire ou pas, je sais pas, c'était monté à 30 millions d'euros, mais on peut toujours s'arranger. Faire un prêt payant, du style on donne 5 millions maintenant et on donnerait 20 millions l'année prochaine pour faire 25 millions, et pas obligatoire ou selon certaines conditions. Si on voit qu'il est mauvais à l'OM, il jouera plus. Voilà, on sait très bien comment ça fonctionne. Comme ça, on pourra pas lever l'option qui sera non obligatoire. Faut pas aussi penser comme ça, négocier comme ça. Alors moi, je suis pas un spécialiste, je suis pas comptable, mais certains qui m'avaient repris sur le live m'avaient dit « Ouais, mais c'est trop cher, 30 millions ». On peut s'arranger. Dans le football, tu peux t'arranger. Et c'est un joueur quand même qui a de la qualité. Hein. Il joue à la Juve, il a une bonne qualité, il est élégant, il est encore jeune. Donc c'est un joueur qui est intéressant, pourquoi pas, pour l'avenir et pourquoi pas pour le présent. Donc le dossier Fagioli se décantera peut-être bientôt, s'il y a un départ de Koné ou s'il y a une arrivée avant de Fagioli, à voir dans la journée ou demain, parce que ça va très très vite. On enchaîne avec le milieu de terrain et avec la piste Amadou Koné. Je vous l'avais cité dans la vidéo précédente. Le jeune milieu de terrain triposte qui peut jouer milieu défensif, il peut jouer un cran au-dessus et même un cran derrière si je ne me trompe pas. Il a été élu 4e dans les U21 du Big Five en termes de pourcentage de dribble en décembre 2024. Mi-janvier, il a été élu 4e des U24 du Big Five, c'est Première Ligue, Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1. En pourcentage de duels gagnés, et il a été élu premier des U20 du Big 7, pas du Big 5, c'est-à-dire on rajoute la Eredivisie et le championnat du Portugal, en duel offensif gagné. Donc il a quand même des stats importantes parmi tous les jeunes d'Europe. Et donc c'est pour ça que Bawa nous met ça en avant pour nous dire que finalement les 12 millions d'euros, ça serait peut-être sa valeur. Pourquoi pas investir sur un jeune joueur comme ça, 12 millions d'euros, peut-être pas directement, mais un prêt avec option d'achat, non obligatoire ou obligatoire, et à le prêter directement quelque part s'il n'a pas du temps de jeu chez nous. Ça serait un prêt pour l'avenir, pourquoi pas, où on peut avoir des jeunes qui soient comme ça en solution. Si on n'arrive pas à faire émerger un joueur qui arrive comme titulaire, on aurait la solution Amadou Koné à récupérer. Voilà un petit peu ce que j'en pense pour Amadou Koné, à voir si ça revient au-delà du mercato. Et le mercato est terminé. Je vous montre vite fait bien fait ce que ça pourrait donner. Il y a aussi la donnée Pogba, on va en parler juste après. Donc ça nous donne quoi? Rulli, Anselmino, donc s'il arrive, il serait positionné à gauche, dans l'axe ça m'étonnerait, ou à droite. Balardi, moi je préférais le laisser dans l'axe, donc on va le laisser dans l'axe. Et Felipe à droite, ou Felipe à gauche, peu importe, un des deux. Après il y a la piste aussi Boscagli. Boscagli, c'est pas encore terminé, il n'a pas choisi de club, il est potentiellement vendable actuellement, parce qu'il reste encore 5 mois de contrat, mais il sera vendable pas très cher. Donc l'OM peut-être est dessus en soum-soum, on ne sait pas. Peut-être qu'Anselmino, c'est pas le vrai qu'on recherche actuellement. Mais de ce qu'on dit, finalement, tout le monde le relaye. Je pense que ça va être Anselmino. Donc Anselmino en défense, à côté de Balerdi ou Felipe. Après, s'il est moins bon que Kondogbia, ça sera Kondogbia titulaire. S'il est moins bon que Cornelius, ça sera Cornelius titulaire. À pas oublier Murillo qui joue actuellement en défense centrale. Peut-être Murillo à droite, Felipe à gauche. Ou peu importe, en tout cas, un micmac, vous pouvez arranger comme vous la défense. Je mets un milieu dans ce sens où Fagioli a vraiment un poste qui lui convient bien, c'est dans un milieu à 3. Comme Rabiot, comme ça permettrait de mettre Højbjerg en pointe basse, Rabiot un cran au-dessus en termes de relayeur et Fagioli un cran au-dessus. Comme ça, il pourrait être en soutien des deux attaquants que seront Guiri sur le côté gauche, Greenwood sur le côté droit. Les deux pistons seront Enrique à droite ou à gauche, il peut jouer les deux côtés, et Dedic à gauche, il peut jouer à droite aussi. Voilà un petit peu la compo que ça peut faire avec les probables recrues qu'on aurait dans les prochaines heures, parce que les prochains jours, il reste 15 jours. Donc Dedic va arriver, ça c'est sûr, il va être positionné soit à la place de Merlin, soit à la place d'Enrique à droite, qui peut potentiellement passer à gauche. Donc voilà un petit peu comment ça pourrait donner notre compo prochainement avec les recrues qui arriveraient. Et à ne pas oublier bien sûr les recrues pour le futur, et c'est qui? Et c'est Pogba, le hashtag PogbaOM. Donc le hashtag PogbaOM qui continue.
avec André Onrubia Ramos, journaliste espagnol, qui nous dit quoi? Tchouaméni joue avec la passivité de Pogba sans être Paul Pogba. Donc il veut dire avec la nonchalance de Pogba sans avoir le talent de Pogba. Et l'autre il lui répond, du Paul Pogba actuel, tu veux dire? Celui qui ne joue pas? Non. Comme on va l'apprécier à l'OM quand il reviendra. Donc là, quand il reviendra sur le terrain. Par contre, derrière, il a pas démenti, mais il s'est repris. Il a dit, c'est une erreur de traduction de X. Il a dit, mon frère, à BOM, il a répondu, j'ai la même envie que toi de voir Pogba à l'OM. Mais si j'avais eu cette information, je l'aurais mis en exclusivité sur mon compte X. C'est une réponse à un ami qui exprime son désir. La traduction française a été interprétée autrement. La communauté de l'OM est incomparable avec tout autre pour la grandeur. Ce qui veut dire, c'est que c'est extrapolé assez rapidement par les supporters olympiens. Mais moi, j'ai envie de dire, ça peut être aussi de la communication. Voilà, ça peut être aussi de la com. Attention, peut-être que dans le futur, on entendra quelque chose autour de Pogba qui soit plus sérieux. Et après tout, Paul Pogba, on n'arrête pas d'en parler. Et pour l'instant, il n'a pas choisi son club. Donc pourquoi pas Paul Pogba pour l'été prochain, je parle. Pas pour cet hiver, ça ne sert à rien. Cet hiver, il ne jouera pas avant avril, au moins. Voilà, et encore, je ne sais même pas s'il le jouera cette saison. Voilà pour le mercato, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur tous les sujets. Je vous mettrai le sujet dans la description en chapitrage, comme d'habitude. J'enchaîne maintenant avec le résumé de ce mercato. Donc on va faire l'arrivée de Dedic, en plus de Luis Felipe Ramos, d'Amin Gouiri. Et cette fois, il y aura en défense Anselmino, qui est visé. Et derrière, Fagioli, donc ça va faire 5 recrues. Et pourquoi pas, comme vous voyez en bas, voir une autre en attaque. Une autre recrue en attaque, comme nous dit l'équipe. Soit un 10, moi je vois, soit un 9. Soit un 9, parce que pour l'instant, Amin Gouiri est venu pour jouer le 9, mais numéro 9. Est-ce que ça sera lui la pointe? Il peut jouer en retrait, n'oubliez pas, à la place de Rabiot actuellement, ou de Greenwood. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas un 9 en Soum Soum qui est en train de travailler? Je dis ça, c'est un scénario, mais à mon avis, on est plus probable de partir sur un 10. Voilà, un 10 offensif, ils appelleraient ça en attaque. Voilà, en attaque, ça pourrait correspondre à un milieu offensif du côté de l'équipe. Donc on va attendre de voir, peut-être qu'il y aura une autre arrivée en plus de Fagioli et de Anselmino et de Dedic. Pour les départs, on va voir que du côté de la Provence, vous voyez en bas, il y a marqué départ ici. Ils nous disent quoi? Les départs, il y a Ismaël Koné qu'on essaie de faire partir. Il y a Amin Harit, Chancel Mbemba, Bamo Maïté, voire Ruben Blanco. Pour Ismaël Koné, c'est probable qu'il parte dans la journée, voire demain. Amin Harit, c'est plus compliqué parce qu'il est actuellement blessé. Chancel Mbemba, à mon avis, il va attendre jusqu'à la fin de saison pour avoir sa prime à la signature. Bamo Maïté, ça risque d'être court, mais il y a une petite porte de sortie du côté de Montpellier. Ils étaient intéressés et peut-être que ça pourrait se faire dans les dernières heures, vu que ça fonctionne pas très bien à Montpellier. Je vois bien Maïté peut-être à Montpellier dans les dernières heures, sur un prêt payant, avec ou sans option, je m'en fous. Donc Ismaël Koné partirait, Maïté partirait. Amin Harit resterait, Mbemba resterait, c'est problématique. Dommage, j'aurais bien aimé faire partir Mbemba au moins pour le salaire. Voire Amin Harit, si on lui donne plus sa chance, ça fait 2 salaires économisés. Et en plus, ça fait de l'argent pour Amin Harit. Et Ruben Blanco, je ne le vois pas partir. À moins d'une dinguerie, je ne sais pas quel club peut être intéressé par un 4e ou 5e gardien. Ça m'étonnerait. Donc, 2 départs, à mon avis, pour 5 arrivées au total. Donc, de ce côté-là. Donc, 2 départs maintenant qui nous restent plutôt pour encore Dedic, Anselmino, Fagioli et pourquoi pas encore un autre attaquant. 3 voire 4 arrivées. 2, 3 voire 4 arrivées. Pourquoi pas pour l'OM encore jusqu'à demain. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Dedic, on va le dire, allez c'est fait. Il nous reste 2 à 3 recrues plutôt. 2 à 3 recrues en une journée. Ça risque d'être serré. Même si Anselmino a donné son accord, ça risque d'être serré. Donc on va dire, allez, même 1,5. Voilà, 1,5 encore. Et finalement, ça se rapproche du faisable. Concernant une petite note importante, à noter que dans cette quête, l'OM ne sera pas bridé par le quota de joueurs extra-communautaires, puisque Jonathan Rowe a, selon les informations de la Provence, reçu un passeport jamaïcain voici quelques jours. Il ne reste plus que Amir Murillo, en termes d'extra-communautaire, il est panamien, Luis Enrique qui est brésilien, et Mason Greenwood, donc pour l'instant qui est anglais, selon la Provence, mais n'oubliez pas, il aurait presque reçu son passeport jamaïcain, donc on va dire 2,5, voire même 2. Il nous reste presque 2 places en extra-communautaire. Pas pour ce mercato hivernal peut-être, il y en a déjà une qui est libérée. Donc si on veut se positionner sur un Brésilien, peut-être, je ne sais pas lequel, mais n'hésitez pas à me dire lequel. Et derrière, peut-être, pourquoi pas un 2e pour l'été prochain qui arrivera. Voilà pour le résumé du mercato. Maintenant, on va enchaîner. On va enchaîner avec quoi derrière? Avec les adieux de Lilian Brassier. Il est venu vous dire au revoir, quand même marqué. J'ai souligné tout ce qui était important. Voilà, on va pas tout lire, c'est trop long. Il a tenu à faire avec la plus grande sincérité ses adieux. Donc après 7 mois, après son arrivée à Marseille, il m'appartient de faire preuve de lucidité.
L'histoire aurait dû être différente. À l'OM, il faut pouvoir répondre aux attentes et aux attentes très exigeantes très rapidement. Et je dois bien l'avouer, il l'avoue vraiment, que l'adaptation n'a pas été facile. Porter le maillot de l'OM a été un privilège, un public et des coéquipiers extraordinaires, des dirigeants et un staff d'une rare compétence. Merci à l'OM, je vous souhaite sincèrement une deuxième partie de saison pleine de succès. Je ne vais pas vous lire tout, si vous avez envie de lire, n'hésitez pas. Donc un message d'adieu, d'au revoir, où il prend sur lui le fait que c'est pas de la faute des supporters, c'est pas la faute du club s'il n'a pas réussi à l'OM, c'est de sa faute principalement. Il n'a pas su s'adapter, ça a été compliqué pour lui. Et ben on va lui souhaiter bonne chance à toi Lilian. Allez, on enchaîne avec le classement. D'abord les résultats de la 20e journée. Donc Lens qui a gagné, vous l'avez vu. Paris qui a explosé Brest 5-2. Monaco qui a gagné 4-2 contre Auxerre. Lille qui gagne encore 4-1 après son 6-1 en Coupe d'Europe. Donc des résultats qui ne nous conviennent pas. Les cadres et résultats qui ont commencé, ça ne nous convient pas puisqu'au classement, vous allez le voir, les Parisiens nous mettent 13 points dans la vue. Donc on va arrêter de regarder devant maintenant. Voilà, ça commence à faire loin. Voilà. Monaco qui revient au même nombre de points que nous, 37 points chacun. Par contre, la différence de but, l'OM est devant. Mais il revient au même nombre de points. 2 points de retard pour Lille. Voilà, ça se resserre, comme je vous l'ai dit. 4 points pour les Niçois qui ont un match de retard. Et s'ils gagnent, imaginons, ils reviennent à 1 point. Pareil, non, les Lensois, non, ils ont un match d'avance, donc ils restent à 4 points. Et derrière, les Lyonnais, s'ils gagnent, imaginez-vous la dinguerie, on perd contre Lyon, Nice gagne. Ça pourrait faire de l'OM 2e jusqu'au 7e qui serait finalement Lens qui se fait dépasser par Lyon. Ça ferait qu'il y aurait 4 points. 4 points, 4 points. Ça se resserre en 4 points entre la 2e place et la 7e place. Attention. Attention Dangerous. Voilà, il faudra réussir cette fois à gagner. Cette rencontre est très très primordiale. C'est une victoire très importante ce soir. Il faut absolument gagner pour remettre un petit écart entre nous et Lyon par exemple. Lyon, ils ont 7 points d'écart. S'ils gagnent, ils reviennent à 4 points. On s'en souvient de l'épopée de l'époque de Rudy Garcia. Ils étaient à 5 points derrière. Et au lieu de les mettre à 8 points de nous, ils reviennent à 2 points. Et après, ils nous doublent en fin de saison. On termine 4e. Attention que ça ne se représente pas ces histoires-là. Parce qu'il y a Lyon qui peut nous doubler, il y a Lens qui peut nous doubler, il y a Nice qui peut nous doubler, il y a Lille qui peut nous doubler, il y a Monaco qui peut nous doubler. On peut se retrouver 7e, les amis. Et même, Brest, on va pas aller jusqu'à Brest, mais on reste bloqué sur les 7 premiers. Voilà, attention. Alors, il faut enchaîner. On a mis le frein à main, voilà, actuellement, parce que contre Nice, c'est le frein à main total. On avait mis rétrogradé juste contre Strasbourg, contre Lille en Coupe de France. Maintenant, il faut enlever le frein à main et accélérer. Il faut accélérer et gagner contre les Lyonnaises. Contre les Lyonnaises, justement, pour l'Olympico, il n'y aura pas d'Amine Gouiri qui commencera pas titulaire, mais il pourra rentrer en jeu. Voilà, il pourra rentrer en jeu. Donc, on pourra voir Amine Gouiri la première fois au Vélodrome pour un Olympico contre son équipe qu'il a formée. Voilà, contre son équipe formatrice. Et on espère que ça va être un bon signe. Concernant Derek Cornelius, il sera préféré à Luis Felipe. Luis Felipe qui n'est pas encore apte peut-être dans le rythme, dans le sens du rythme, mais il est apte. Comme il a dit Roberto De Zerbi, il a fait sous-entendre qu'il était apte. Il a dit j'ai fait mon choix, mais je donnerai pas. Donc on va attendre de voir. Là c'est l'équipe qui nous en a parlé. Pour l'instant ils mettent plus Derek Cornelius, comme la Provence. Donc on va rester sur cette compo là pour l'instant. Voilà, à moins d'une dinguerie. On enchaîne avec le 11 probable. Donc voilà, donc selon les médias, vous l'avez là, le 11 probable de l'OM, selon la Provence et l'équipe. Gouiri, je me suis trompé, merde. Gouiri qui est en blanc, il sera remplaçant, donc il devrait être en jaune. Et Mopé devrait être en blanc, il serait titulaire. Derrière, pareil pour Murillo. Murillo titulaire, Luis Felipe remplaçant. Donc la compo, c'est la même que d'habitude, c'est-à-dire Rouillé au gardien, Murillo à droite, en défense à 3 avec Balerdi dans l'axe, capitaine, Cornelius à gauche qui remplace Kondogbia, Rongier devant la défense avec Højbjerg, Merlin à gauche, Enrique à droite, Greenwood, Rabiot derrière, Nil, Mopé. Voilà un petit peu les solutions. Quelques petits doutes peut-être sur la titularisation peut-être d'un Gouiri, parce que je le vois bien dans le sens où finalement De Zerbi en a peut-être marre que Mopé tire plus au but. Il a peut-être envie d'apporter plus de danger avec Amine Gouiri et surprendre ses adversaires. Pourquoi pas, on peut avoir la surprise d'avoir Gouiri titulaire, hein. Attention, comme peut-être Luis Felipe à la place de, non pas Murillo, peut-être Cornelius. Peut-être, on peut l'attendre, on peut s'attendre à des surprises. Voilà, n'hésitez pas à me faire votre compo, n'hésitez pas à me dire si vous voyez des surprises dans la compo. Du côté de la compo lyonnaise, vous l'avez là en rouge à droite. Donc du côté de la compo lyonnaise, c'est un 4-2-3-1, Perry au gardien, Koumbedi à droite, Mata, Niakate, Tagliafico pour la défense à 4. Devant la défense, nous avons Matic, Verretou, c'est très très lent. Il faudra peut-être voir mettre de la vitesse dans le cœur du jeu. Tolisso,
Tolisso qui fait une bonne saison, mais on s'en fout. Voilà, ce soir il va être mauvais. Cherki à droite, Nuama à gauche. Donc deux joueurs qui vont beaucoup provoquer. Voilà, par le dribble. C'est des joueurs quand même qui peuvent faire la différence. Attention Dangerous. Voilà, surtout sur ces deux couloirs-là. Surtout par rapport à Cherki face à Merlin et Cornelius. Un petit doute. Pareil pour Nuama face à Murillo, voire Enrique, même s'il va faire moins d'efforts Enrique, bah, ça va être compliqué quand même sur les deux couloirs. Et Lacazette en pointe, qui nous a toujours mis un petit but de temps en temps contre l'OM, mais cette fois il va pas le faire. Du côté des remplaçants, du côté de l'OM, j'ai oublié d'en parler, nous avons Van Dijk sur le banc, Lirola, Bamo Meïté, Luis Felipe, Ulis Garcia Bacola, Ismaël Koné. Ils se sont trompés à mon avis, l'équipe, il ne sera peut-être probablement pas dans le groupe, puisqu'il est sur une instance de départ. Bilal Nadir, Amin Gouiri bien sûr, Jonathan Rowe et Robinho Vaz. Du côté des absences, nous avons Blanco, Harit, Carboni, donc on peut rajouter Koné, Mumbagna, Kondogbia et Chancel Mbemba. Du côté des Lyonnais maintenant, le banc de touche, Maitland Nice, Descamp, c'est le gardien, Omari, Kaletatsar, on espère le voir, Abner, le latéral gauche, Tessman, attention, le joueur que vous attendez tous il y a 2 ans, c'est Almada Thiago, qui n'a pas signé à l'OM, mais plutôt chez le FC Lyon. Donc il sera là sur le banc avec Miko Tadze et Molebe. Pour les principaux absents du côté lyonnais, nous avons Akweku pour le choix d'entraîneur et Malik Fofana. Ça, c'est très bonne nouvelle. Un des meilleurs joueurs lyonnais de cette saison qui est absent, l'ailier gauche, pardon. Donc, il sera absent, blessé. Pour le banc de touche, n'oublions pas, Roberto De Zerbi est du côté de l'OM, mais il y a surtout Fonseca qui a failli signer du côté de l'OM en début de saison. Et il est notre adversaire ce soir. Donc, est-ce qu'il sera sur le banc? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est là, il est présent. C'est l'entraîneur désormais des Lyonnais. Concernant maintenant les stats, on va voir les stats pour voir ce match-là un petit peu où on en est. Le Vélodrome devrait battre son record d'affluence pour un Olympico avec plus de 65 500 supporters attendus. Le précédent record pour la réception de Lyon date de la saison 2019-2020 avec 65 241 spectateurs. Ce sera la 11e fois de l'histoire du Vélodrome que l'affluence dépassera les 65 000 supporters. 7 fois contre Paris, 2 fois contre Nice, 2 fois contre Lyon. Le nouveau coach lyonnais, Paulo Fonseca, a remporté 50% de ses matchs, donc la moitié de ses matchs contre l'OM dans sa carrière d'entraîneur. L'OM l'ayant vaincu 2 fois en 9 matchs disputés. Attention, mauvaise stat. En 8 rencontres disputées contre Lyon, le nouvel attaquant olympien Amin Gouiri a été décisif 6 fois, je vous l'ai cité hier. 4 buts, 2 passes décisives. Ce sera la 5e confrontation entre Paulo Fonseca et Roberto De Zerbi pour un bilan équilibré d'une victoire, 2 nuls et 1 défaite. Ensuite, l'OM 357 est après Lille 356, l'équipe dont les adversaires touchent le moins le ballon dans la surface adverse. Lyon est 8e de ce classement. Donc c'est une bonne stat. C'est une bonne stat. À ce stade de la compétition J19, l'OM dispose du 2e pire total de buts encaissés, 23 buts depuis la saison 2008-2009. Attention à cette stat-là. Donc c'est une stat où on encaisse beaucoup de buts, on prend beaucoup de risques, on fait beaucoup d'erreurs avec des relances qui sont parfois foireuses. Je l'avais dit, on attend de voir maintenant avec le renfort de Luis Felipe quand il sera apte à jouer. Et pourquoi pas avec l'arrivée d'Anselmino ou pourquoi pas Boscagli, on l'espère tous. Contre les équipes du top 9 de Ligue 1, l'OM totalise 62,5% de victoires, Lyon 14,3%. C'est une bonne stat. Les Olympiens restent sur 2 succès de suite au Vélodrome contre Lyon. Ils n'ont plus réalisé meilleure série depuis 1993 à 97, 4 victoires. Sur les 6 interventions de la VAR contre Lyon en championnat depuis 2019, une seule a été en faveur de l'OM. D'ailleurs, le duo d'arbitres assistants, vidéo, Cyril Gringoire et Nicolas Rainville, choisi par la LFP pour le match, totalise 72,7% de décision en la défaveur des Marseillais. Attention à la VAR ce soir, ou au VAR ce soir. L'Olympique de Marseille a commis 18 erreurs ayant conduit à un tir adverse, on l'a déjà cité cette stat-là. Pire formation dans ce domaine-là. En Ligue 1, Lyon est 2e. Donc on a 2 équipes qui font beaucoup d'erreurs. Donc il y aura beaucoup peut-être de buts finalement. 5 des 6 pénaltys sifflés par Jérôme Brizard l'ont été en faveur de l'OM. Avec lui au sifflet, l'OM a connu 71,4% de succès au Vélodrome en 7 matchs de Ligue 1 arbitrés. Donc c'est une bonne note. Ça c'est une bonne stat. L'arbitrage sur le terrain sera probablement bon pour nous. Par contre, à la VAR, ça sera pas terrible. Allez, donc pour les stats, c'est terminado et je pense qu'avoir tout abordé avec vous, maintenant je vais vous donner mon pronostic sur le gros écran. Et mon pronostic sera un 2-0. Allez, je vais rester sur un 2-0 pour un clean sheet. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Et j'espère qu'on le fasse pour donner confiance à notre défense. Et si on veut marquer des buts de plus, si vous voulez, 3-0, ça me déplaît pas. Mais je vais rester sur le 2-0. N'hésitez pas à donner votre pronostic, votre compo. Et n'hésitez pas surtout à donner de la force à la chaîne. Allez, vive le foot chez Sabach. Allez, vive le foot chez Sabach Foot.
Et surtout, allez l'OM! À ce soir, ciao ciao ciao.